C'est que souvent l'histoire avec un grand H, celle qu'on lit dans les livres, on a l'impression qu'elle prend comme ça son H pour tailler le passé en deux parts égales, selon une ligne bien nette avec le blanc d'un côté et le noir de l'autre. Il est celui qui restitue en quelque sorte ces différents laboratoires de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 36 définitions de l'histoire pour les 36 historiens, plus de 36 historiens. Une histoire qu'on peut raconter. Donc il y a tellement de manières de s'emparer de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé quel était le rôle des historiens ? Comment écrit-on l'histoire ? Pourquoi des événements font date et d'autres non ? Et surtout, peut-on enseigner l'histoire de manière neutre ? Toutes ces questions, c'est ce qu'on appelle l'historiographie. L'histoire de l'histoire. Je m'appelle Yasmine, je suis étudiante en histoire et je me suis dit pourquoi ne pas en faire un podcast, histoire d'en parler. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Histoire d'en parler. Vous l'entendez ? Vous l'entendez cette sonnerie ? Celle qui vous dit que les vacances sont terminées et que l'école recommence. Que vous ayez quitté les bancs de l'école il y a quelques années ou que vous y soyez toujours, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons tous appris l'histoire devant nos professeurs d'histoire-géographie. Vous me voyez donc venir avec mes gros sabots. L'épisode du jour va traiter du sujet de comment enseigner l'histoire à l'école. Il faut dire que depuis la naissance des programmes scolaires, au début du 19e siècle, l'histoire est au cœur même de l'enseignement. Le but étant d'étudier l'étude du passé pour former les parfaits futurs citoyens. L'enseignement de l'histoire a depuis, vous vous en doutez, bien évolué. D'abord de l'histoire événementielle, s'articulant autour de l'histoire française avec les batailles et victoires de l'État français, pour ensuite aller au début du XXe siècle avec l'école des annales, fondée par les historiens Lucien Febvre et Marc Bloch, mettant en avant une histoire globale mêlant les différentes sciences sociales pour travailler l'histoire. On peut également noter qu'après la Seconde Guerre mondiale, on voit une augmentation massive des élèves atteignant le collège et le lycée, partant de 1 million d'élèves avant la guerre à 4 millions d'élèves en 1970. Avec ça, on a une volonté de faire de l'histoire autrement, de faire même une contre-histoire à l'histoire nationale, en voulant parler dans les cours d'histoire des minorités, des mémoires coloniales ou des victimes, et puis avec la montée de la mondialisation, de vouloir faire une histoire non pas nationale, mais une histoire internationale. À côté de cela, le métier d'enseignant d'histoire-géographie a également changé. Depuis la création en 1950 du CAPES, donc du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement secondaire, pour devenir professeur d'histoire-géographie, on voit une augmentation massive du nombre d'enseignants. Le dernier compte est de 2020 où on comptait 29 000 enseignants d'histoire-géographie en France. Pour parler de tout cela, pour parler du changement des programmes d'histoire, ou même du métier d'enseignant d'histoire-géographie, j'ai eu le plaisir de discuter il y a quelques jours avec Madame la professeure Bénédicte Pénicaud, capétienne, enseignante au collège et au lycée depuis 2004. Dans notre discussion, nous avons parlé des difficultés d'être professeur d'histoire-géographie, mais également du plaisir d'enseigner et de l'évolution constante des programmes d'histoire-géographie. Alors, pour nous écouter, je vous prie de vous asseoir sur les bancs, de rester silencieux et je vous souhaite une bonne écoute. Eh bien, bonjour Bénédicte, merci de participer à cet épisode aujourd'hui consacré à enseigner l'histoire à l'école. Tu es professeur d'histoire-géographie au collège et au lycée sur Paris. Pour mettre un contexte à notre épisode, tu peux simplement peut-être commencer par tout simplement comment devient-on professeur d'histoire-géographie aujourd'hui en France ? Mais aujourd'hui déjà, je pense qu'il y a une multitude de moyens d'y arriver. La plupart des gens maintenant font des vacations avant de devenir professeur, c'est-à-dire qu'ils font des remplacements, ils font des études d'histoire, ils vont soit en L3, M1 d'histoire ou de sciences de l'éducation, et après ils testent le métier.
Et si ça leur plaît, ils passent le CAPES si on est dans l'enseignement public, le CAFEP si on est dans l'enseignement privé. Moi, j'ai fait d'abord une prépa, un double diplôme en fait, histoire, sciences politiques. Et je suis partie en 2e année en histoire jusqu'en M1. Et après, j'ai passé mon CAFEP et je suis donc devenue prof à 23 ans. Donc dès le départ, je suis partie en stage dans le Val d'Oise. Et donc vraiment, je me suis jetée à l'eau directement. Donc toute nouvelle arrivante. Ce qui arrive peu maintenant, il y en a quand même beaucoup qui sont en reconversion et qui arrivent dans un 2e temps de carrière. Et dans mes collègues, en fait, j'en ai plus qui arrivent professeurs dans un 2e temps à 40-45 ans que ceux qui arrivent directement à 22-23 ans. Et faire une distinction, donc il y a CAPES, donc chose que toi tu as le CAFE. Moi j'ai le CAFEP. Donc c'est pour l'éducation privée, mais il y a aussi l'agrégation. Oui, le CAPES-CAFEP c'est le même diplôme, c'est-à-dire qu'on passe tous le même diplôme public-privé, sauf qu'on a pré-choisi avant si on voulait l'enseignement public ou l'enseignement privé. Ça c'est une première chose. L'agrégation c'est un autre diplôme pour le coup qui permet qui est une porte d'entrée vers les prépas et les universités, mais qui aujourd'hui il suffit pas. Aujourd'hui, pour pouvoir enseigner en université ou en prépa, il faut souvent un doctorat en plus, et une agrégation seule, c'est rare. Les postes sont très très prisés, surtout en histoire-géographie. Donc nous, on a à l'intérieur de nos collèges-lycées autant des gens qui ont l'agrégation que le CAPES. Donc moi je côtoie autant des gens qui ont l'agrégation que le CAPES. Et c'est quoi la distinction entre les deux? Parce qu'il me semble que l'agrégation, il y a moins d'heures d'enseignement, c'est ça? L'agrégation, il y a moins d'heures d'enseignement, le plein temps est à 15 heures, alors que les certifiés, donc les capétiens en ont 18. Et l'échelle de rémunération n'est pas la même. Les agrégés sont quand même mieux payés que les capétiens. Et comment on explique pourquoi ils ont moins d'heures que les capétiens? Ils doivent faire quelque chose en plus? En fait, historiquement, et encore dans l'enseignement public, c'est encore le cas, le collège est réservé aux capétiens, cafépiens, alors que l'agrégation est plutôt réservée aux lycéens. Or, c'est vrai que faire un cours de lycée, ça n'a rien à voir à faire un cours de collège. C'est-à-dire être prof en terminale et être prof en 6e, c'est vraiment pas le même métier. La correction des copies, la préparation des cours, c'est pas du tout la même chose. Donc ça se justifie du fait que les cours sont plus difficiles à préparer, donc plus longs, donc moins d'heures, donc mieux payés. Quelles sont les épreuves, donc du coup, quand on passe le CAPES ou l'agrégation, pour avoir le diplôme? C'est quoi comme genre d'épreuve? Il y a une épreuve d'admissibilité au départ, qui est une épreuve écrite quand on passe le CAPES, dans lequel il y a une épreuve d'histoire et une épreuve de géographie. Et donc c'est un CAPES d'histoire-géographie. Alors que dans l'agrégation, on passe une agrégation d'histoire ou une agrégation de géographie. Ce qui fait que si on passe une agrégation d'histoire, on va passer majoritairement en fait des épreuves d'histoire et une épreuve mineure de géographie. C'est pas du tout effectivement la même chose. Il y en a une qui est très spécialisée. L'agrégation est beaucoup plus spécialisée que le CAPES qui est quand même très, très généraliste. On peut en profiter aussi pour parler de la particularité qu'a la France, c'est qu'on est prof d'histoire et de géographie, et pas uniquement les deux. Pourquoi? Je pense qu'on est nombreux à pas savoir pourquoi il y a ces deux matières qui sont liées, alors qu'il y a une licence d'histoire et une licence de géo, à part si on fait une double licence, ça n'existe pas. Oui, et puis c'est vrai que dans le supérieur, on a des professeurs d'histoire et des professeurs de géographie, et c'est pas du tout partagé dans le monde entier. Il y a plein de pays qui n'associent pas du tout ces deux matières-là. Même parfois les profs, on se pose la question de savoir pourquoi on associe l'histoire et la géographie. Je pense qu'il y a une vraie cohérence et en même temps un grand écart qui doit être fait par les profs d'histoire-géographie, parce que la géographie, c'est un domaine, une discipline extrêmement large, qui peut aller de la géographie physique jusqu'à la géographie très économique, et on n'est pas forcément formé pour une géographie aussi diversifiée. Je pense qu'il y a dans l'enseignement de l'histoire et de la géographie une vraie complémentarité dans l'idée de l'homme et son territoire, et donc l'homme dans le temps et l'homme dans l'espace. Donc il y a une vraie complémentarité à l'histoire et la géographie. Malgré tout,
Je trouve, moi, je suis souvent un petit peu paumée dans certains chapitres, soit très économiques, alors que moi, j'ai une formation très littéraire, donc parfois la financiarisation des entreprises, l'investissement direct à l'étranger, c'est vrai que je suis obligée d'aller toquer à la porte des professeurs d'économie en disant j'ai un petit problème. Et parfois, de l'autre côté, quand les élèves demandent comment est-ce que se forme un cyclone, le tsunami, moi je suis là, vous demanderez au prof de physique, je sais pas trop, professeur d'SVT. En fait, on est vraiment à la confluence de beaucoup de disciplines. Et ce qui nous demande une expertise qu'on n'a pas forcément, qui est très riche pour nous, mais qu'on n'a pas forcément. Et je trouve ce qui est dommage aussi, c'est que dans l'intégralité des professeurs d'histoire-géographie, la majeure partie sont historiens de formation. Oui. C'est plus de 80% en fait qui sont historiens de formation. Et donc, moi je trouve parmi mes collègues et parmi effectivement les professeurs que j'ai rencontrés, un certain dénigrement de la géographie. Je pense par méconnaissance de la géographie, parce que moi dans un deuxième temps j'ai beaucoup travaillé la géographie que je trouve passionnante. Et je trouve ça dommage parce qu'il y en a même qui finissent pas les programmes de géographie. C'est vraiment le parent pauvre. Et quand on retrouve certains élèves, ils disent oui, j'aime pas la géographie, je pense que parce qu'elle est pas bien enseignée, parce qu'elle est pas enseignée avec cœur. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une discipline qui mérite vraiment d'être connue. Et donc, pourquoi toi tu as voulu être prof d'histoire-géographie ? Comment t'en es arrivé là ? Alors moi, c'était pas foncièrement au départ un desiderata. Moi, au départ, je me destinais plutôt au journalisme ou au théâtre. Donc, j'étais vraiment dans deux choses très différentes. Et finalement, j'ai eu un bébé assez vite. Donc, la vie a fait que j'ai dû véritablement trouver un métier assez rapidement. Et donc, je me suis mis dans l'enseignement. Et in fine, je trouve que le métier de prof est un peu à mi-chemin entre un métier de journaliste et un métier d'acteur. Ah ouais ? Parce que, en fait, clairement, le métier d'acteur, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel prof dira que pour intéresser les élèves, on est toujours en représentation, on est toujours théâtralisé, on est sur notre estrade, on est là en train de mimer Yalta, la guerre, enfin je veux dire. Donc, et les élèves, pour les capter, on est quand même toujours obligé de mettre de sa personne et de théâtraliser vraiment son discours. Et en même temps, le journalisme, oui, parce qu'on passe son temps dans une formation personnelle. Et c'est ça qui est très coûteux aussi en temps et en énergie. Et je pense que les gens méconnaissent vraiment du métier. C'est que moi, je passe beaucoup de temps à lire, beaucoup de temps je suis abonnée à beaucoup de magazines. Je me tiens quand même beaucoup au courant, justement, de l'actualité historique, politique, la recherche historique. Et donc forcément, on est dans ce métier de journalisme aussi, parce qu'on va aller chercher les sources, on va aller vérifier, revoir, et voilà. Et donc cette démarche, c'est aussi une démarche qui peut être celle d'un journaliste en fait. Ben justement, je me demandais, moi quand j'ai passé le bac, il y avait encore les filières, bac ES, S et L. Maintenant c'est fini, c'est les spécialités. Et c'est quoi la place de l'histoire donc dans ces spécialités ? Si on prend l'histoire au lycée, concrètement, ça fait partie de quelle matière ? Alors maintenant, en fait, les professeurs d'histoire géo ont en charge une spé qui est passionnante, qui s'appelle l'AGGSP. C'est Histoire, Géographie, Sciences politiques, Géopolitique. Okay. C'est donc un gros acronyme, mais qui est une matière vraiment à la confluence justement de l'homme à travers son histoire, l'homme à travers son espace, son rapport au territoire, et en même temps la façon dont il va gouverner ce territoire, les liens, les relations internationales, la géostratégie. C'est beaucoup d'actualité. C'est une matière qui est difficile parce que très littéraire, quand même basée sur une dissertation, des commentaires de documents, donc une épreuve finale qui n'est pas du tout évidente, et surtout beaucoup de problématisation, de conceptualisation. Et sur les 2 ans de géopolitique, d'AGGSP, on va vraiment brosser tous les enjeux contemporains. Donc les élèves trouvent ça souvent passionnant, mais extrêmement difficile, parce que on va aller de questionnements de type est-ce que les frontières ont encore une pertinence aujourd'hui, quelles est les formes, la rupture et la continuité des formes de guerre depuis le XVIIIe siècle jusqu'au terrorisme actuel. On va travailler sur la géopolitique du patrimoine, le patrimoine et la guerre, les conflits autour du patrimoine. Donc ça va être vraiment des sujets d'actualité que les élèves aiment beaucoup,
mais il faut des moyens littéraires, il faut des moyens d'expression écrite, de conceptualisation qui sont pas du tout faciles. C'est pour ça que quand j'entends beaucoup de personnes dire que le bac est donné aujourd'hui, moi je les défie quand même pas mal de venir faire une petite dissertation de géopolitique parce que c'est quand même vraiment difficile. Donc ça veut dire que là on n'est même plus prof d'histoire géo, on est prof d'histoire géo, sciences politiques, donc les spécialités se rajoutent. Oui, et ce que je trouve, pour le coup, compliqué à faire. Alors moi, il se trouve que dans mon cursus, j'avais fait de la science politique, donc c'est vrai que c'était une matière que je connaissais, et quand on m'a proposé de prendre l'enseignement, moi j'ai vraiment sauté dessus, j'aime beaucoup ça, et j'ai énormément travaillé. Mais je trouve quand même que on nous a pas formés à la science politique et à la géopolitique, que ça n'est pas du tout la même matière que l'histoire-géographie, et que beaucoup de professeurs en fait ont été vraiment lâchés, et même eux-mêmes le disent. Ils disent en fait, je ne suis pas prof de géopolitique, on me donne cet enseignement, et un certain nombre le font pas forcément bien. Pas de leur faute, mais juste parce qu'on les a pas formés à ça et que ça demande énormément de travail, et c'est une autre forme d'esprit. Donc je trouve ça curieux aussi de nous avoir assignés professeurs de géopolitique et de sciences politiques comme si tout d'un coup j'allais enseigner l'anglais, le français ou les mathématiques. Alors que eux ils gardent leur matière, un prof de mathématiques reste un prof de mathématiques. Oui, parce que en fait la spécialité mathématique ou la spécialité SES ou la spécialité humanité finalement reste peu ou prou ce qu'ils font le reste du temps, alors que nous, l'histoire et la géopolitique, c'est vraiment quand même deux façons d'appréhender le monde qui sont très différentes. Et donc la spécialité, c'est tout nouveau au lycée, mais ça sous-entend une question, c'est qui écrit les programmes en fait, qui décide quelle matière il faut enseigner, ou en tout cas quel sujet il faut en histoire géo par exemple. En fait, dans l'enseignement, on a au-dessus de nous, on a une vraie hiérarchie. On a des IPR, IA-IPR, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs régionaux. Et au-dessus encore, on a des IG, des inspecteurs généraux. Et ils sont une dizaine en fait en histoire et en géographie. Et c'est eux en fait qui travaillent sur les programmes et qui renouvellent aussi les programmes, parce que les programmes sont renouvelés quand même fréquemment. Que ça soit au collège ou au lycée. Donc il y a un vrai renouvellement aussi de la façon dont on enseigne l'histoire. C'est fréquemment, c'est-à-dire là, en 4e par exemple, les derniers c'était 2016, et là maintenant, les derniers c'était 2016. D'accord. On a eu, donc je dirais que ça dépend. Au lycée, ça est renouvelé assez rapidement parce qu'avec justement les réformes qui ont été faites, au contraire, c'était très fréquent. Mais on peut avoir une réforme tous les 10 ans de l'enseignement pour chaque... Okay. Et ça, c'est considéré comme rapide? Oui, parce que le temps de mettre en place, de mettre des manuels, de mettre en place... c'est une autre façon, je veux dire, à chaque fois qu'il y a des nouveaux programmes, c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'on repart presque à zéro sur plein de choses. Les manuels changent, la façon d'appréhender, les problématiques sont pas les mêmes. Donc oui, ça change pas mal quand même, un changement de programme. Mais justement, est-ce que ce changement de programme est lié à l'actualité de la recherche, notamment en histoire? Parce que quand il y a des... Alors en histoire maintenant, il n'y a pas des grandes découvertes bien sûr, mais un changement de conception, ou je veux dire une historiographie qui évolue forcément. Quelle est la place qui est donnée à l'enseignement sur la recherche historique et la manière de concevoir un sujet? Alors il y a des grandes révolutions quand même en histoire, en historiographie, non mais vraiment dans la façon de voir les choses. Et moi sur mon échelle, parce que j'ai été prof en 2004, donc voilà, ça va faire 20 ans, je vois vraiment la différence dans l'enseignement et dans la façon dont on peut inclure aujourd'hui la recherche historique par rapport à ce qu'on faisait avant. Je trouve que il y a un lien plus étroit qui se fait entre la recherche universitaire et ce qui peut être fait en collège-lycée aujourd'hui. Tout ce qui est recherche historiographique descend plus rapidement en fait quand même en collège-lycée, là où ça prenait un petit peu plus de temps. Enfin moi je trouve personnellement avant. Il y a une vraie place, nous, dans la formation qu'on peut avoir, dans les fiches par exemple, pour nous aider à faire les cours. On a des fiches EduScol, donc l'éducation nationale en fait nous met à disposition un certain nombre d'outils pédagogiques dans lesquels il y a une place vraiment qui est faite à l'historiographie, à la recherche géographique aussi, à l'épistémologie. Après c'est à nous de nous former, ça fait partie dans notre diplôme et dans notre poste. Chaque
professeur doit prendre en charge sa formation et aller aux informations. Et donc, on se doit, nous, dans nos cours, de prendre ce recul, cette critique aussi là, et de livrer aux élèves l'actualité de la recherche en fonction du thème qu'on aborde. Je le fais énormément, moi, effectivement, en géopolitique, mais même, moi, dès les petites classes, je parle d'historiographie, je parle d'épistémologie à leur niveau, mais je pense que c'est important de leur montrer que l'histoire est en mouvement, que l'histoire est perpétuellement, justement, ils ont toujours l'impression que parce qu'on fait le néolithique, c'est genre hyper loin et que rien ne changera, et leur montrer que non, en fait, dernièrement, on a fait beaucoup de découvertes justement sur le néolithique, et que et je les fais participer justement à ces changements pour leur montrer que c'est une matière qui bouge et qui est en mouvement. D'accord, parce que là, c'est vrai qu'il y a quelques décennies, en France, on était vraiment sur une histoire événementielle, avec notamment les victoires ou même les grosses défaites de la France, alors que maintenant, on est plus sur une histoire mondialisée, notamment si on mêle la science politique à la spécialité au lycée, comme tu viens de dire. Mais est-ce que ça change quelque chose, donc, de décentrer l'histoire de la France à faire une histoire plutôt globale? Est-ce que, comme certains politiques, on perd des choses, ou au contraire, c'est dans l'évolution en fait de se dire l'histoire c'est pas que l'histoire française, c'est pas qu'une histoire centrée? Alors, je pense qu'il y a eu quand même plein d'étapes à la façon d'enseigner l'histoire. Et clairement, l'histoire centrée sur la France, c'était quand même il y a longtemps. Ouais. Ça fait quand même nous, même moi, quand j'étais au collège-lycée, on faisait quand même l'histoire un peu des relations internationales. On faisait l'histoire des États-Unis. Ouais. C'est-à-dire qu'on faisait quand même déjà les autres pays. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'on fait moins d'histoire politique en termes d'événements, c'est-à-dire vraiment ce qu'on peut appeler cette histoire politique, avec ce que réclament souvent un certain nombre de parents, d'élèves, me dire oui, on fait plus la chronologie des rois de France, voilà, on fait plus qu'une histoire chronologique. Je pense que c'est une façon d'appréhender l'histoire qui est différente. On n'appréhende plus l'histoire par le haut, mais c'est plutôt une histoire par le bas, comme on voit en historiographie. C'est vraiment une histoire qui est héritée de la recherche historiographique à partir des années 80, où on a essayé de parler d'acteurs, et on a essayé de faire une histoire à partir des gens. Et se dire, finalement, plutôt que de faire une histoire à partir des événements, à partir des dates, on va essayer de faire l'histoire des gens, et à travers l'histoire du bas, du peuple, on va montrer ce que c'est qu'une période. Donc c'est une façon aussi d'appréhender l'histoire. On le voit très très bien dans la recherche bien sûr, mais même dans le cinéma par exemple, quand on regarde le film Un peuple et son roi sur la Révolution, on n'aurait jamais filmé ça en fait il y a 50 ans sur la Révolution, parce que là on a vraiment cette idée de voir la Révolution à travers le peuple et comment le peuple lui-même a traversé la Révolution, beaucoup plus que par justement les événements, l'abolition des privilèges, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est vraiment une façon d'appréhender qui est différente. Je trouve que les élèves accrochent pas mal, oui, à cette. En fait, du coup, c'est moins fastidieux, peut-être dans l'apprentissage. On est plus aussi dans le fait qu'on va raconter l'histoire, parce qu'on va raconter une période. Ça permet aussi beaucoup, et c'est là où l'histoire se politise aussi un petit peu. On a, par exemple, dans l'enseignement de l'histoire, les grandes figures féminines de l'histoire, et on voit que ça va très très bien avec aujourd'hui revaloriser le statut des femmes et montrer que derrière certains grands chercheurs, il y a souvent aussi des femmes, et donc travailler sur notamment les grandes scientifiques, Émilie du Châtelet notamment, Marie Curie. C'est-à-dire que là c'est des grandes figures féminines qu'on met en avant aujourd'hui pour montrer que l'histoire s'est faite par des acteurs, et ça c'est aussi une façon d'enseigner qui est très différente. Et moi je trouve que je m'en désole pas du tout. Je trouve que c'est vraiment important. C'est important de garder une chronologie, et là où je trouve que l'opinion publique se trompe sans doute, c'est qu'il dit toujours on dit toujours oui, l'histoire est plus enseignée chronologiquement. Enfin, on l'entend même là en début d'année, on entendait Emmanuel Macron qui disait oui, il faut remettre de la chronologie. Enfin, faut qu'il vienne dans nos classes, parce que c'est absolument chronologique. 6e, 5e, 4e, 3e, on va du paléolithique jusqu'à nos jours. On est profondément chronologique. Sauf qu'à l'intérieur de cet enseignement chronologique, c'est vrai qu'on fait moins d'histoire événementielle, et on fait davantage en fait une histoire des mentalités, une histoire des sensibilités, une histoire des acteurs. Okay. Davantage. Et justement, tu parlais d'Emmanuel Macron, mais
quelle est la place de la politique dans les programmes ? Est-ce qu'on voit qu'il y a une perte d'un sujet qui pourrait être pertinent par rapport à la recherche parce que les politiciens préfèrent étudier quelque chose, ou est-ce que la politique n'a pas et se mêle pas de l'éducation nationale et notamment des programmes en histoire-géo, quoi ? Alors si les programmes sont... Alors je vais pas dire que c'est politisé, mais c'est pas une question de politisation, c'est plus qu'ils sont dans le choix. Clairement, dans le choix des thèmes, dans le choix des chapitres, c'est pas fait au hasard. Et moi, le nombre de fois où je dis à mes élèves, bah voilà, en fait, si c'est à votre programme, c'est parce que en ce moment, c'est au cœur justement des enjeux. Par exemple, en géopolitique, sur le patrimoine, on reprend le déboulonnage des statuts, sur le caractère très identitaire du patrimoine, sur qu'est-ce que c'est que le patrimoine, qu'est-ce qu'il représente, c'est-à-dire que on sent bien. Le déboulonnage du statut, c'est enlever les grandes figures, notamment. Exactement, ouais, des figures coloniales. Dans les colonies, voilà. Okay. Exactement. Donc, on sent très bien que dans la façon, dans les thèmes et dans les chapitres, il y a derrière une volonté d'éducation. C'est évident. Alors après. En tant que prof, on est extrêmement libre pédagogiquement. Moi, je suis même très étonnée de voir à quel point, en fait, on nous laisse très libre. On vient nous inspecter tous les 10 ans, mais en fait, on a une liberté pédagogique, une liberté disciplinaire. Mais c'est vrai que dans le choix de ce qu'on fait, eh ben, il y a des périodes qui sont davantage écartées, il y a des périodes sur lesquelles, en fait, on met quand même beaucoup l'accent, et on sent bien que derrière, il y a une inflexion qui est faite, il y a une orientation politique qui est faite. Et par exemple, quelle période est pris en dépend, enfin qui est moins étudié du coup à cause de la politique ou du moins à cause des programmes. Alors après, je pourrais pas dire oui, tiens, telle période, ça n'est plus enseigné et c'est à cause du gouvernement, hein, je fais pas ce lien-là, mais c'est vrai que des périodes qu'on faisait beaucoup avant, comme par exemple tout ce qui est Louis XIV par exemple, Versailles, est vraiment un peu coincé en fin de 5e. C'est rarement fait parce que malheureusement le programme est très très grand et très difficile. Et c'est vrai que moi quand je récupère les élèves en 4e, c'est une période qu'ils ont peu fait. Donc moi quand j'enchaîne avec les Lumières, la remise en cause de la monarchie absolue, c'est vrai que souvent la monarchie absolue est quand même moins faite. Ça c'est sûr. Après il y a des chapitres qui sont arrivés qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Moi par exemple, c'est vrai qu'on a un très gros chapitre en 4e sur les traites négrières et l'esclavage qui est passionnant. Mais on l'avait beaucoup moins dans l'ancien programme. Et c'est quelque chose qui est pour moi fondamental, mais qui n'est pas dû au hasard et qui me permet moi aussi d'aborder avec mes élèves justement le racisme, l'esclavage moderne, les discriminations. Et ça c'est des supports qui sont vraiment importants, notamment au collège à 13 ans, c'est assez primordial. Mais c'est des choses dans lesquelles on mettait moins l'accent avant. Est-ce qu'il y a encore des sujets sensibles à enseigner en histoire ? Il y a beaucoup de sujets sensibles en histoire. Le génocide par exemple, ou la guerre d'Algérie, c'est les thèmes qui me reviennent plus vite en tête. Mais est-ce que c'est ceux-là les plus difficiles ou finalement c'est d'autres choses ? En fait, je dirais que beaucoup de sujets sont sensibles, mais aucun n'est difficile à enseigner. Alors, moi, j'ai une expérience aussi de vie et je me fais pas porte-parole de tous les professeurs d'histoire-géographie et j'imagine que dans certains quartiers, dans certains endroits de la France, ça doit peut-être être très difficile de faire le jalon, par exemple, en terminale sur le conflit israélo-palestinien. J'imagine que dans certaines classes, ça doit être extrêmement difficile, ou les mémoires de la guerre d'Algérie aussi. Mais ceci dit, je pense que quand on enseigne bien, quand le métier de professeur d'histoire impose une neutralité, qui est très très bien qu'on peut très bien tenir en fait d'un bout à l'autre. Moi je me souviens de mes élèves je crois que c'était il y a 2 ans, alors leur pot qu'ils avaient fait après le bac étaient venus me voir en disant mais madame, en fait ça fait 2 ans qu'on se pose la question en fait pour qui vous votez. Et j'ai dit écoutez, si pendant 2 ans vous n'avez pas su, alors que je vous ai fait de la politique, de la science politique, de la géopolitique, vous savez pas pour qui j'ai voté, c'est que j'ai bien enseigné. Parce qu'en fait, la neutralité politique, c'est comme la neutralité religieuse. Quand des gens me disent, oui, mais quand on travaille, on a un chapitre en première sur pouvoir et religion, quand on travaille sur l'islam, sur le judaïsme, à chaque fois on dit, ouais, c'est difficile d'enseigner les religions. Je dis, moi, j'enseigne pas la religion, moi j'enseigne le fait religieux. Et donc, on n'est pas dans de la spiritualité, en fait. On est dans un enseignement de faits religieux. Et je trouve que cette posture neutre est pas difficile à avoir parce que de toutes les façons, en politique, toutes les postures
on peut de toute façon équilibrer aussi toutes les postures et dire bon bah voilà ce qui peut être dit par telle ou telle partie, voilà ce qui peut être dit par telle ou telle partie, et on passe son temps nous à faire l'équilibriste et à faire le funambule pour essayer de montrer que tout est une histoire de toutes les façons d'équilibre et de modération. Et c'est pareil pour les mémoires de la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'on peut très bien enseigner les mémoires de la guerre d'Algérie en montrant que les mémoires sont légitimes. Et qu'en fait, il n'y a pas une concurrence de mémoires où il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Mais en fait, la mémoire d'un harki, elle est légitime parce que c'est ce que lui ressort. Et en fait, qui je suis, moi, pour dire que cette mémoire-là, en fait, n'est pas légitime. Et en même temps, la mémoire d'un pied noir, elle est aussi légitime. Et donc, bien sûr que c'est un sujet sensible, mais ce sont des sujets où à partir du moment où il y a une prise en considération justement des mémoires de chacun et de la façon dont ils ont vécu ces conflits, il n'y a pas de difficulté à enseigner ça, il n'y a qu'une acceptation. Et moi je trouve que, et c'est ce que je trouve vraiment formidable dans ce métier et notamment en histoire-géographie, c'est que moi j'ai l'impression tous les jours d'apprendre vraiment à mes élèves la modération, la nuance, la prise de recul, l'esprit critique et l'acceptation de l'autre dans ce qu'il est. Et je pense qu'à travers justement des sujets sensibles comme le conflit israélo-palestinien, les mémoires de la guerre d'Algérie, etc., le génocide du Rwanda, on apprend aux élèves c'est là où on apprend aux élèves à devenir citoyens, à devenir les citoyens de demain qui prendront ce recul nécessaire dans l'acceptation de chacun. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas de sujet sensible, il faut juste prendre ce recul-là pour l'enseigner, cette posture neutre, et ça se passe vraiment bien. Et là, ce que tu viens de dire par rapport à être un bon citoyen de demain, en fait, l'histoire, c'est plus que de l'histoire. Tu n'apprends pas que le passé. En fait, tu apprends à avoir un passé pour voir comment on en est arrivé aujourd'hui. Et donc, c'est quoi le devoir civique et moral, en fait, finalement, d'enseigner l'histoire ? L'histoire d'une façon générale au départ elle est vraiment sur l'idée notamment sur la guerre, sur les conflits, les génocides. Il y a beaucoup de cette idée de ne plus jamais reproduire ça et donc essayer de tirer les leçons du passé. Au-delà de ça, je pense que l'histoire nous apprend, et puis l'aspect cyclique de l'histoire en fait nous apprend aussi beaucoup sur la société actuelle. C'est-à-dire que quand on revient sur, justement, je parlais tout à l'heure du patrimoine, quand on érige une statue de Colbert, quand on érige une statue de Faidherbe, en fait, à un moment donné dans l'histoire, cette statue-là, elle a été porteuse d'une identité nationale. Et aujourd'hui, ça nous pose la question de se dire, aujourd'hui, est-ce que cette statue de Colbert, est-ce que cette statue de Faidherbe, elle rend compte encore de la société ? Et donc ça nous montre que tout ce que disait, l'histoire est toujours en mouvement et que il est nécessaire aujourd'hui de se dire c'est un objet de patrimoine, donc c'est un objet dans lequel la société a besoin de se reconnaître. Est-ce qu'aujourd'hui, on se reconnaît dans cette statue-là ? Et parce que, en fait, faire société, c'est avoir une identité commune, avoir envie d'un avenir commun. Et donc, c'est nécessaire de se reposer la question. Donc, moi, je trouve que, à travers l'histoire, et c'est exactement ce qu'on fait en AGGSP, on interroge l'histoire pour voir aujourd'hui comment ça se passe, pour voir les enjeux, pour voir les grandes dynamiques. Et si on revient par exemple sur l'Empire ottoman pour essayer de voir comment s'est construit l'Empire ottoman, comment est-ce que Soliman a maintenu sa puissance ou comment est-ce qu'il a décliné, c'est pour aujourd'hui essayer de travailler sur le mécanisme de puissance. Qu'est-ce que ça veut dire être puissant ? Quelles sont les fragilités des puissances ? Qu'est-ce qui peut amener une puissance à être en déclin, en rivalité avec une autre ? Et donc on interroge, en fait on ne fait qu'interroger l'actualité à l'aune en fait du passé. Et c'est nécessaire, en fait, on ne peut pas prendre juste la société actuelle sans un regard sur le passé. Ça n'est pas possible. Et toi, qu'est-ce que t'aimes enseigner en fait ? Qu'est-ce que t'aimes enseigner en classe qui fait faire aimer l'histoire à tes élèves ? Moi, ce que j'aime déjà, c'est pouvoir enseigner à des enfants de 11 ans et des enfants de 18 ans. Déjà, moi, j'aime l'évolution du regard. Et je pense que quand on devient enseignant, il y a la matière d'un côté, mais il y a surtout la pédagogie de l'autre. Et en fait, il faut aimer transmettre. Et c'est vraiment ça le cœur de l'enseignement. Et moi, c'est pour ça que j'adore mon métier. C'est que je trouve qu'on a une liberté absolument dingue et qu'on arrive face à des 6e à 11 ans, on va vraiment
leur apprendre tout. Ils ont un émerveillement, une capacité d'ouverture, une curiosité d'esprit qui est absolument magique, avec des questionnements qui peuvent paraître très candides et qui sont souvent nécessaires. Et on va les emmener vraiment à New York, dans les bidonvilles de Mumbai. Ils en ont plein les yeux, ils ont plein de questions. Et en même temps, c'est très naïf encore. Et on voit l'évolution. Et moi, ce que j'aime, c'est pouvoir faire des 6e, des 4e, des premières, des terminales, et de voir justement grandir cet esprit critique, voir grandir... les voir aussi se départir du modèle familial, de la pensée de leurs parents, déconstruire. Moi, je trouve que c'est magique en première terminale de voir qu'avec la géopolitique, ils déconstruisent ce qu'ils ont appris, ils rentrent dans des paradoxes, ils rentrent tout d'un coup en disant « Oui, mais moi, mes parents m'ont toujours dit ça, et en fait, je me rends compte maintenant que quand vous me parlez du coup de ces théories économiques-là, quand vous me parlez des problèmes d'héritage, de patrimoine, est-ce que... » Ils se posent des questions, ils déconstruisent le discours. Et moi, je me dis, si j'en arrive là, et s'ils arrivent à repartir de zéro et à se dire, en fait, maintenant, c'est moi qui suis citoyen, c'est à moi de construire véritablement mon identité politique, moi, je considère que j'ai gagné. Après, le support, il y a des... Il y a des périodes que j'enseigne plus que d'autres. Moi, j'enseigne beaucoup de contemporaines liées à la géopolitique, donc c'est vrai que maintenant, je suis très spécialisée là-dedans. Mais j'aime bien toutes les périodes. Parfois, je suis assez... Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de 5e, donc c'est vrai que le Moyen-Âge, ça fait très longtemps que je l'ai pas eu. Et récemment, je me disais, ça me manque un peu le Moyen-Âge, je reviendrai bien parce que c'est une période qui est méconnue et qui est magique. Donc, j'aime bien faire toutes les périodes. Ce que j'aime bien, c'est changer. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est voir les élèves eux-mêmes changer au cours de l'année. Et est-ce qu'il y a une évolution de la manière d'enseigner ? Est-ce qu'on travaille encore beaucoup avec les manuels ? Est-ce qu'on travaille avec la place du document, notamment dans l'enseignement ? C'est plus du par cœur, en fait. C'est plus le prof qui me parle avec les élèves qui écrivent... Non, majoritairement plus. Après, il y a de tout parce que justement, comme je disais, il y a une telle liberté pédagogique. Chaque professeur peut faire ce qu'il veut. Et je pense que des professeurs qui font encore des cours très magistraux dans lesquels l'élève n'est jamais... foncièrement appelé à être acteur de son cours, il doit y en avoir encore et en fait pour certains thèmes ça doit être, enfin c'est aussi une façon d'appréhender le cours qui est légitime. Mais globalement, c'est le numérique. Enfin, je veux dire, depuis l'ère du numérique, c'est vrai que on fait plus un cours sans PowerPoint, on fait plus un cours sans soit une présentation numérique. Moi, j'ai beaucoup de supports vidéo. On a beaucoup diversifié les supports, même le jeu. Il y a beaucoup de plaquettes de jeux qui sont proposées, même par le rectorat aux professeurs. On fait des caouts justement en début de cours pour savoir s'ils ont appris leur cours. Donc, je trouve que les moyens à notre disposition sont quand même beaucoup plus ludiques et permettent d'accrocher davantage l'élève. Mais ce qui est bien aussi, parce que malgré tout, l'élève a changé. Et l'élève d'il y a 20 ans, c'est pas l'élève d'aujourd'hui. On a quand même beaucoup plus d'élèves en difficulté, beaucoup plus d'élèves avec des PAP, des troubles de l'attention. Et donc ces nouveaux outils beaucoup plus ludiques sont nécessaires pour nous à l'appréhension de la matière qui est difficile, pour essayer justement de mener à bien notamment cette pédagogie différenciée. On arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Moi, je voulais finir pour parler de est-ce que l'histoire, c'est une discipline, comme certains disent, en crise à l'école. Il y a l'affaire Samuel Paty qui me vient en tête, qui a fait un enseignement, c'était plutôt l'éducation civique et non pas en tant qu'histoire, géographie, quand il a enseigné et qui a causé malheureusement sa mort. Est-ce que c'est une histoire en crise ou alors c'est surtout les politiciens qui l'utilisent et donc en fait globalement dans la vie de tous les jours tu vois pas de problème à enseigner l'histoire géo ou au contraire il y a une amélioration à faire? Alors je sais pas trop comment dire en crise, c'est pas forcément ce qui me serait venu comme terme. Forcément dans la mesure où l'histoire touche des sujets qui sont sensibles. Clairement, il y a dans l'enseignement de l'histoire un risque dans la liberté d'expression, dans la neutralité, parce que la société est en tension. Clairement, c'est aussi parce que la société va pas bien. Et moi, quand j'enseigne et quand on prend justement cette neutralité et ce recul-là, on voit bien souvent que la société va mal,
que toutes les identités ont des difficultés en fait à coexister ensemble, et qu'il y a souvent une non prise en considération justement de toutes ces mémoires, de toutes ces identités, et que aujourd'hui clairement on a du mal à faire nation en France. Donc l'enseignement de l'histoire, il est de fait politisé par la société, dans la mesure où on a aussi, que ça soit en éducation civique, parce que en fait Samuel Batty était professeur d'histoire-géographie et il faisait un cours que moi-même je fais en 4e, donc c'était un cours tout à fait classique et normal qu'on peut avoir en classe de 4e, et j'aurais pu vraiment me retrouver dans la même posture et dans le même cours que lui. Aujourd'hui, je pense que ça nous montre malheureusement à quel point ça fait résonner dans la société toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Donc, je dirais pas que c'est en crise parce que c'est majeur, c'est-à-dire qu'il faut absolument continuer justement l'enseignement de l'histoire, l'enseignement de la géographie, l'enseignement de l'éducation civique. C'est justement ne pas le faire, ne pas continuer, c'est abdiquer, et c'est pas possible. Donc c'est en ça que j'aime pas cette idée de crise. En tout cas, c'est porteur, c'est important. On sent que même par rapport aux élèves, par rapport aux parents, c'est une discipline qui est très appréciée parce qu'elle est importante, parce qu'elle est porteuse de sens. Et c'est ça, moi, je trouve, que j'aime dans ma matière, c'est tout le sens qu'on peut lui donner. Et en même temps, justement, comme elle est porteuse de sens, elle peut être instrumentalisée. Et ça, c'est un risque. L'instrumentalisation de l'histoire, c'est un risque. On le voit, oui, bien sûr, et de tout temps à jamais, on a une instrumentalisation de l'histoire. Je trouve que il est vraiment bon de rappeler ce regard très neutre et cette posture d'esprit critique qu'il faut avoir sur l'histoire pour bien l'enseigner et pour qu'elle puisse être porteuse de sens pour les élèves. Mais clairement, il y a beaucoup de choses à faire et on n'est pas au bout de nos peines. Petit mot peut-être pour conclure l'épisode, peut-être un mot ou un conseil pour des potentiels futurs professeurs d'histoire-géographie. Qu'est-ce qu'il faut avoir, l'ANIAC, quel conseil en fait pour eux? Déjà, je trouve que c'est un super métier. Je trouve que c'est un métier, je trouve malheureusement, qui est très mal considéré. Et parce qu'on y voit souvent des professeurs qui sont en colère et qui râlent, et à juste titre aussi parce que les conditions sont difficiles. Mais c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier, en fait, les profs sont quand même majoritairement, en fait, moi, ceux que je croise sont majoritairement heureux. Et moi, je souhaite qu'il y ait davantage de professeurs parce que pour le coup, l'histoire n'est pas foncièrement en crise, mais le métier de prof l'est vraiment beaucoup. Et chaque année, on a du mal à recruter. Justement, aussi par rapport à cette image qu'a le professeur au sein de la société, et je trouve ça vraiment, vraiment dommageable. Et on voit bien parce qu'on est en crise de recrutement. Moi, je pense qu'il faut comme qualité beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, une envie de transmettre. Oui, une envie de la transmission, de la communication, des qualités pédagogiques. Faut rester assez enfantin, faut aimer jouer, faut aimer le contact avec l'enfant, même adolescent. Moi souvent on est quand même, je me bats avec les élèves intellectuellement parce qu'ils se font l'avocat du diable, donc je prends le parti inverse. Beaucoup d'émerveillement, beaucoup de ces capacités-là, et puis bien sûr ça c'est pour l'enseignement. Et en histoire, moi ce que je trouve chouette, c'est que je dis souvent ce que j'aime, c'est faire de l'histoire-géographie, c'est lire des bouquins, et en fait je suis quand même payée pour ce que j'aime faire, à savoir transmettre, lire des livres, faire ce métier d'expertise. Moi je trouve que c'est un métier qui vraiment demande à être connu, et j'encourage toute cette nouvelle génération à venir tester au moins l'enseignement. C'est un métier qui se renouvelle profondément et qui demande à être connu. Super, merci en tout cas. Merci de ta présence aujourd'hui pour parler de ton métier et de parler de l'histoire. C'est ce qui conclut l'épisode consacré à l'enseignement de l'histoire à l'école. Merci à mon invité de s'être prêté au jeu, et surtout merci à vous d'avoir écouté cet épisode.
Pour faire grandir le podcast, n'hésitez surtout pas à le partager. Pour rappel, vous pouvez écouter tous les épisodes sur YouTube, Spotify et Deezer et suivre les actualités sur la page Instagram du podcast. Sur ce, moi, il me reste à vous dire à très bientôt sur le podcast Histoire d'en parler. Salut!